Alors c'est un vrai plaisir, dans le micro, d'être ici. J'ai toujours eu un certain... Enfin moi j'avais pas fait l'agro finalement, mais j'avais passé le concours et j'avais été admis à l'époque et j'avais passé beaucoup de temps à me demander si je devrais pas quand même aller à l'agro pour être un ingénieur, parce que j'ai toujours rêvé d'être un ingénieur finalement. Donc je fais un peu l'ingénieur maintenant, même si je suis au CNRS et je m'intéresse donc aux neuroprothèses des membres supérieurs, qui est vraiment une question qui m'amène à concevoir beaucoup de choses. Euh, alors, est-ce que ça va marcher ça? Oui. Alors les neuroprothèses, c'est déjà une réalité en fait. Surtout les neuroprothèses de bras, c'est déjà une réalité. Notamment donc aux États-Unis pour répondre aux besoins d'anciens militaires qui ont subi des dommages importants dans leur mission. Il y a tout un mouvement de recherche qui s'est développé pour piloter, pour permettre à des patients de piloter à l'aide d'électrodes qui sont implantées dans leur cerveau, eh bien, un bras robotique et donc de potentiellement regagner un petit peu d'autonomie. Alors ça reste une réalité très frustrante parce que, par exemple, cette personne, vous voyez, elle est clairement, elle est très diminuée, elle est tétraplégique sans doute, mais donc l'expérience que vous voyez ici, c'est ce bras robotique qui va lui permettre à la personne d'aller consommer une boisson, quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose de très très peu développé par rapport aux possibilités réelles d'un bras physiologique. Et donc c'est une réalité, mais une réalité frustrante. Comment est-ce qu'on réalise ce genre de dispositif? Eh bien, si on veut pouvoir piloter un bras, on ne peut difficilement le faire autrement que en implantant des électrodes dans le cerveau du patient, parce que c'est ce qui va permettre d'accéder à un flux d'informations suffisant, une commande suffisamment riche pour piloter les nombreux degrés de liberté d'un bras. Et donc voilà, on implante le patient avec, par exemple, ce qu'on appelle ici une UTA arrêt, donc ça fait environ 1 centimètre de côté. C'est implanté à l'intérieur du cerveau, donc c'est une opération qui peut amener à des complications. On peut avoir une vraie infection, et donc ça, c'est pas idéal. Une autre chose qui n'est pas très idéale dans la situation actuelle, dans ces dispositifs d'enregistrement, ces interfaces cerveau-machine, c'est que on va avoir une stabilité de l'enregistrement des neurones. Donc on va enregistrer des neurones individuels grâce à ces microélectrodes, mais ces neurones, on va pouvoir les enregistrer le même neurone pendant quelques semaines, vous voyez, à partir du premier enregistrement, quelques semaines, et puis après, très vite, on va continuer à avoir d'autres neurones qui vont apparaître, en quelque sorte. C'est un petit peu compliqué ce qui se passe, mais au final, la stabilité de l'enregistrement, elle est assez mauvaise, et puis globalement, l'enregistrement, il se dégrade très vite, jusqu'au point d'être inutilisable au bout de peut-être 1 mois ou 2 mois, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas encore une interface cerveau-machine chronique qu'on voudrait implanter chez Monsieur Tout-le-Monde pour lui permettre de scroller plus vite sur son téléphone. Alors notamment, parce que je parle de scroller plus vite sur son téléphone, Neuralink, qui est un des bijoux de famille de Monsieur Musk, eh bien, il subit les mêmes problèmes que ce dont je viens de vous parler. C'est un système d'électrodes qui sont implantées dans le cerveau ici d'un rat, mais c'est la même chose pour les premiers patients qui ont été implantés. Ce sont des électrodes souples, mais qui sont aussi assez peu stables et qui en fait, au bout de quelques semaines, dans le cas du premier patient qui a été implanté, au bout de quelques semaines, eh bien, les électrodes ont eu le mauvais goût de sortir carrément toutes seules parce qu'elles sont souples et donc elles se sont enfuies. Et donc voilà, ce problème reste entier. À Clinatech, qui est une branche du CEA qui se trouve à Grenoble, il y a un groupe de chercheurs qui ont développé dans les 10 dernières années une autre stratégie pour enregistrer des signaux au niveau du cortex. Ce sont des électrodes, ce qu'on appelle ECOG, électrocortécogrammes. Donc là, on n'enregistre pas des neurones, mais on enregistre plutôt presque quelque chose qui est de l'ordre de l'EEG, de l'électroencéphalogramme, des signaux mésoscopiques, mais on peut les enregistrer avec une qualité excellente parce que ce sont quand même des électrodes qui sont implantées à la place du crâne, vous voyez. On enlève le crâne en droit, on met ces électrodes à la place, et là on a une qualité de signal qui est quand même bonne. C'est sans doute une des voies d'avenir pour ce genre d'application, plus que d'implanter des neurones, des électrodes dans le cerveau pour enregistrer des neurones uniques.
Alors, un des problèmes, pourquoi là, je suis en train de vous décrire des solutions technologiques qui semblent pas très satisfaisantes et qui, en fait, sont utilisées par différentes boîtes. Là, je vous montre une image qui vient d'un rapport d'un cabinet de conseil sur ces thématiques-là, où on voit les dynamiques de financement et puis les événements principaux des différentes entreprises les plus notables du champ. Et vous voyez que, en fait, très vite, en quelques années, on passe d'un investissement initial à des tests chez l'humain. En fait, c'est pas parce que ça marche très bien et qu'on veut tout de suite tester chez l'humain des choses formidables. C'est parce qu'en fait, on ne peut pas tester ailleurs que chez l'humain. On a très vite besoin d'avoir des autorisations thérapeutiques pour commencer à faire les expériences, les vraies expériences. Et ça, c'est une des grosses limitations de cette thématique de recherche, c'est que il n'y a pas de modèle préclinique satisfaisant. Il y a le singe, mais les singes, finalement, ils sont protégés presque comme des humains, donc c'est un peu difficile. On peut pas faire beaucoup de choses avec des singes pour de très bonnes raisons. Hein. C'est clairement un vrai problème d'utiliser des singes comme chair à canon pour l'industrie pharmaceutique. Donc il faut pouvoir faire des vraies expériences où il y a des vrais risques d'échec sur des vrais animaux, mais qui soient pas des primates, qui soient pas voilà, qui soient pas des humains, ni des chimpanzés. Et donc c'est là que j'interviens, n'est-ce pas? Parce que moi, ce que j'essaie de développer, bon, et je suis pas vraiment le seul, mais je pense que c'est quand même assez spécifique, c'est une approche où on développe un modèle préclinique des neuroprothèses des membres supérieurs, parce que potentiellement, c'est quelque chose qui permet justement voilà, d'explorer de façon beaucoup plus ambitieuse les limites techniques actuelles. Alors, ce que vous voyez là, c'est un petit schéma. En fait, on a développé au laboratoire donc cette neuroprothèse qui est à l'échelle d'une souris avec 4 degrés de liberté. Donc, vous voyez, il y a 3 os en quelque sorte en plastique. Grâce à l'impression 3D, on peut faire ce genre de choses de nos jours, qui sont connectés par des roulements à billes, etc. Et qui sont pilotés par des câbles qui viennent être actionnés par des moteurs. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo de la prothèse en action. Alors, je vous préviens, alors si vous êtes très 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 sensible, ça devrait aller franchement, mais voilà, ça reste une vidéo d'une souris en train de faire bouger une prothèse, ce qui peut être plus ou moins impressionnant. Clic. Vous voyez ma petite prothèse qui va... Donc la souris a été entraînée à aller chercher de l'eau. Vous voyez, c'est de l'eau qui est en bas, à ce niveau-là. Et elle va aller chercher avec sa prothèse. Il y a de l'eau qui est emportée par capillarité. Et hop, elle va pouvoir la boire. Et puis après, une fois qu'elle l'a bu, elle va ramener la prothèse à l'eau. Peut-être. Est-ce qu'elle va le faire? Oui. Et ça continue. Et, voilà. Et on arrive à entraîner la souris à piloter cette prothèse. Alors comment est-ce qu'elle pilote cette prothèse? À l'aide de ceux-ci ici, qui sont, c'est un morceau de plastique qui cache en fait une électrode qui est implantée dans son cortex moteur. Et donc elle pilote à l'aide de son cortex moteur, juste comme le patient que vous avez vu au tout début. Eh bien cette prothèse, elle la pilote d'une façon que je décris brièvement ici. Voilà, avec en fait 2 neurones de son cortex moteur qui sont enregistrés. Un neurone pilote 1 degré de liberté d'un plan, en fait, elle pilote dans un plan, et un neurone pilote 1 degré de liberté, l'autre neurone pilote l'autre degré de liberté, puis elle va apprendre en fait à moduler l'activité de ces neurones. Au début, ça va bouger au hasard, et puis petit à petit, elle va apprendre à être plus performante. Vous voyez quelques résultats. On est pas très loin d'essayer de publier ces choses-là, mais voyez, là c'est renormalisé à 0, mais en gros le nombre de fois où elle a l'opportunité de lécher augmente, le nombre d'allers-retours entre la bouche et l'eau augmente. Donc voilà, on a les prémices de ce qui serait vraiment un modèle pour pouvoir, chez la souris, eh bien, explorer plein de questions liées aux interfaces cerveau-machine et aux neuroprothèses. Voilà, sans passer directement par des expériences chez des patients aux États-Unis. Alors, un bras, en fait, oui, ça permet d'aller chercher une canette, mais c'est peut-être le degré zéro de l'utilisation d'un bras, puisque en fait, un bras, c'est quelque chose, je pense que, étant moi-même violoncelliste, je trouve que c'est une bonne illustration de ce que c'est qu'une main, un bras, c'est quand même quelque chose de très, très
compliquées, sophistiquées, ça peut faire des choses très compliquées, très sophistiquées, et ça permet de percevoir. Là, vous voyez, jouer un instrument à cordes comme ça, ce n'est que possible que parce que, voilà, avec nos bras, avec nos doigts en particulier, on va percevoir très très précisément ce qui est en train d'être fait. La vision ne remplacera jamais cela, et donc il faut qu'une prothèse de membre supérieur soit dotée de capacités tactiles convaincantes. Voilà un sujet où actuellement il n'y a absolument aucun progrès dans le domaine. Pour l'instant, il y a peut-être un prototype qui suggère qu'on arrive à fournir un retour sensoriel, mais comment le faire de façon efficace au niveau du cerveau, c'est pas quelque chose qui est bien compris. Voilà, donc imaginez, voilà, on a notre interface cerveau-machine classique motrice, on pilote avec le cerveau, le bras, un bras robotisé. L'objectif là, c'est que le bras robotisé fournisse des informations en retour au cerveau, à la zone du cerveau tactile, le cortex somatosensoriel primaire notamment. Et alors la stratégie qui a été développée jusqu'à présent, c'est de stimuler ce cortex avec des électrodes, donc dans le cortex du toucher, à partir des informations issues de la prothèse. Et donc, voilà, dans une étude qui a été faite, dès qu'on active de façon très basique, en gros c'est toucher ou pas toucher, hein, c'est aussi simple que ça, et ben, dès qu'on active le retour sensoriel, on arrive à des performances de pilotage de la prothèse qui augmentent de façon très forte. Vous voyez ici voilà, une sorte de mesure agglomérée de la performance. Ici, la vitesse avec laquelle la prothèse est pilotée. Tout ça, ça s'améliore énormément dès qu'on fournit un feedback très très basique. Donc là, au laboratoire, un de nos objectifs, c'est d'aller dans cette direction et d'essayer de comprendre comment fournir un retour sensoriel riche donc à notre souris, dans notre cas particulier. Et pour ça, eh ben, comme on est chez la souris, on peut accéder à des outils génétiques intéressants, notamment ce qu'on appelle l'optogénétique. Donc l'idée étant qu'on va utiliser des souris où les neurones vont exprimer eh bien un gène rapporté, qui est un gène qui fait qu'il y a des canaux à la surface du neurone qui vont être activés par la lumière. Et donc on va pouvoir activer les neurones de notre souris avec des flashs lumineux. Ça, c'est un outil extraordinaire qu'on exploite pour fournir des retours de type sensoriel à notre souris qui est en train de piloter une prothèse ou quelque chose d'un peu moins sophistiqué dans ce cas-là, en recevant de la lumière structurée spatialement, temporellement, sur son cortex somatosensoriel primaire. Bon, je vais être relativement rapide, mais voilà, on peut imaginer une expérience qu'on a fait au laboratoire. On a entraîné des souris à piloter un curseur rotatif dans un espace circulaire. Ici, toute une zone où la souris n'obtient pas de récompense, elle va être en quelque sorte punie, ça va remettre à zéro le compteur si elle lèche à ce moment-là. Mais si elle lèche ce petit tube-là dans la zone verte, eh bien, elle va obtenir une récompense, elle va obtenir de l'eau. Et l'information qu'elle a concernant la position du curseur, c'est la stimulation optogénétique de la surface de son cortex somatosensoriel primaire. Elle peut bouger ce curseur en activant soit un neurone, soit un autre, neurones qui sont enregistrés, comme dans l'expérience précédente, avec des électrodes implantées dans le cortex moteur primaire. Et ce qu'on observe, c'est que eh bien, les souris, elles sont parfaitement capables d'exploiter cette information optogénétique, cette position angulaire ici, pour résoudre la tâche de façon de plus en plus convaincante. Ça, cet exemple que je vous donne, c'est un travail qu'on a fait au laboratoire. Ça suggère que, eh bien, on peut fournir des informations de type position angulaire d'un objet. Ici, c'est un objet virtuel, mais ça peut être tout à fait la prothèse que je viens de vous présenter, la position angulaire d'une des articulations de la prothèse. Et la souris, elle va être capable d'exploiter cette information. Donc, on peut espérer qu'un humain serait également capable de ça. Là, voilà, je vous montre juste en 2 secondes. Ça, c'est la première session d'entraînement de cette tâche. Vous voyez que la souris, elle n'est pas du tout capable de faire bouger le curseur de façon structurée. Mais dès qu'on commence à entraîner, c'est la 12e session d'entraînement d'une demi-heure où elle est présentée à cette tâche-là, et bien, elle va être capable de stabiliser la prothèse dans une zone qui est là, une zone verte où elle obtient des récompenses. Et voilà. Et donc, quelle perspective, clairement, à ces projets-là, pour nous, c'est déjà
d'implémenter ce retour optogénétique à partir de la prothèse que je vous ai présentée initialement, et donc essayer de faire en sorte que la souris, elle perçoive, à travers des stimulations optogénétiques, le toucher issu de la prothèse, mais aussi la posture de la prothèse. Ça, c'est ce qu'on appelle la proprioception, qui est vraiment le cœur de ce qui est mal compris concernant les prothèses, parce qu'on se rend compte que c'est très difficile de fournir des informations de type proprioceptive, parce qu'elles ne sont pas encodées de façon claire à la surface du cortex. Il n'y a pas d'organisation topographique de ces représentations. Un dernier mot pour vous parler d'un sujet en fait qui est très central aussi dans les neuroprothèses et qui aussi mériterait beaucoup d'études fondamentales dans un modèle préclinique. C'est ce qu'on appelle l'appropriation. L'appropriation, c'est pas juste le fait de penser que c'est à nous, mais c'est vraiment le fait d'avoir le sentiment très intense que cette prothèse, elle fait partie de notre corps. Cette sensation, je pense qu'elle est bien illustrée par le test qu'on appelle la main en caoutchouc, la Rubber Hand Illusion. Peut-être que vous avez déjà vu ça, ça marche très bien sur les internets, parce que c'est une expérience très visuelle où on va avoir une personne qui va cacher, voilà, elle va cacher sa main sous le pupitre. Imaginez que là, il y a une main en caoutchouc, et puis on va toucher simultanément la main en caoutchouc et la vraie main. Et la personne va voir qu'on touche sa vraie main et la main en caoutchouc. La personne va voir qu'on touche la main en caoutchouc et percevoir le toucher issu de sa vraie main, simultané. Et ça, pour une grande partie des gens qui subissent cette expérience, ça va générer chez eux un sentiment très fort que la main en caoutchouc, c'est leur main. Chose qu'on va pouvoir tester, par exemple, en les menaçant avec un énorme couteau. En menaçant la main en caoutchouc avec un couteau, ou par exemple, juste en prenant la main en caoutchouc, en la jetant par terre. C'est un traumatisme que j'ai vécu, je ne le recommande pas. C'est très impressionnant comme effet. C'est vraiment c'est très très perturbant. Et cette expérience qui a été découverte dans les années 90, ce qui semble un peu une expérience de foire, en fait, elle révèle un mécanisme fondamental de déclenchement de l'appropriation, et en fait qui est très général dans notre construction de notre identité corporelle, qui est la conjonction entre des perceptions tactiles et des perceptions visuelles. On peut imaginer que ça marche aussi avec la conjonction entre des perceptions tactiles et des perceptions auditives, par exemple. Et là, ça, c'est vraiment un terrain de jeu et un terrain de travail très important pour la conception de prothèses qui soient vraiment performantes et appropriées. Travail que je poursuis, pour ma part, chez la souris, où j'ai reproduit exactement cette tâche-là, avec une souris qui a une fausse main, et puis sa vraie main qui est en dessous, et qui reçoit des stimulations tout juste comme les humains. Et il s'avère que quand on fait ça, et puis après on menace la main en caoutchouc devant la souris, on essaie de guetter la réaction de la souris, et on se rend compte que la pupille de la souris, le regard de la souris se focalise sur la prothèse, la fausse main, beaucoup plus quand l'appairage entre la stimulation visuelle et la stimulation tactile est bien fait, que dans des situations de contrôle. Et donc, c'est à la fois, je pense, le sujet de l'appropriation, c'est un sujet majeur pour les prothèses, et puis je crois que c'est aussi une bonne illustration, ce que je viens de vous montrer, du fait que la souris n'est pas du tout un modèle qui est limitant pour poser les questions qui nous intéressent pour la neuroprosthétique, parce qu'en fait, finalement, ça concerne sans doute toutes les espèces de mammifères, ces questions d'appropriation, ces questions finalement qu'on pense comme des questions cognitives de haut niveau, mais qui sont en fait des questions qui concernent tout être vivant qui a besoin de s'assurer que son bras ne finit pas perdu pendant un trajet, mais qu'il y prête attention. Donc les mêmes mécanismes sont sans doute implémentés chez tous les mammifères en tout cas. Et voilà, et avec ça je veux vous remercier de m'avoir écouté, et je suis tout à fait prêt à répondre à vos questions. Eh bien, merci beaucoup. Merci. On espère voir des souris jouer du violoncelle un jour. Voilà, c'est l'objectif, vous m'avez percé. Est-ce que nous avons des questions dans la salle ? Je me demandais tout simplement si les souris présentaient une plasticité cérébrale lorsqu'on incluait les feedbacks, les électrodes de feedback à la prothèse après la greffe. Alors, il y a une... Alors, déjà, c'est un sujet complexe. Il y a une plasticité, notamment quand on perd un bras, il y a une connaissance... il y a tout un champ de la littérature qui s'intéresse à la plasticité cérébrale suite à l'amputation. Et
il y a beaucoup de gens qui argumentent fort sur le fait qu'il y a une très grande plasticité et que c'est sans doute même pourquoi les patients ont tendance à développer ce qu'on appelle la douleur fantôme, parce que voilà, il y a une réorganisation pathologique. Il y aurait une réorganisation pathologique du cerveau. En même temps, on peut lire des opinions inverses sur le sujet. Donc la question de la plasticité est un peu complexe, mais bon, il semblerait que c'est quand même un acteur. En tout cas, là où on est certain que c'est un acteur, c'est par exemple dans notre protocole d'apprentissage que je vous ai présenté quelque part. Voilà, vous voyez où il y a 2 neurones qui pilotent la prothèse dans un plan, dans mon cas. Ça peut être même en 3D pour certaines de nos expériences. Bien, ces neurones, on les choisit au hasard. En fait, vraiment littéralement, on les choisit de façon arbitraire au hasard. Et ce qu'on fait là, c'est ce qu'on appelle du conditionnement opérant de neurones. C'est-à-dire que les neurones, la souris, elle va apprendre à utiliser ces neurones qu'on a choisis de façon arbitraire pour piloter la prothèse. Et on pourrait les prendre à peu près n'importe où dans le cerveau. On est absolument convaincu. Enfin, il y a d'ailleurs des papiers qui vont dans ce sens-là que ça pourrait marcher tout aussi bien. Donc, il y a une forte plasticité à l'échelle des neurones individuels. Par contre, en parallèle, dans le laboratoire, on a aussi des expériences où on fait la même chose. On entraîne des souris à résoudre des tâches par leur activité cérébrale, mais cette fois-ci à une beaucoup plus grande échelle, à ce qu'on appelle l'échelle mésoscopique, c'est-à-dire l'échelle où on voit des vagues d'activité, l'échelle qui est capturée par le EEG, par exemple, l'électroencéphalogramme. Et à cette échelle-là, ce qu'on a observé dans nos mêmes expériences, c'est qu'il y a une très grande résistance à la plasticité. C'est très très difficile de restructurer des réseaux à grande échelle. À petite échelle, c'est comme ça. En une semaine, c'est fait. Mais à grande échelle, c'est tout autre chose. Et donc je ne sais plus quelle était votre question exacte, mais, mais voilà, le feedback, ça va sans doute aider. Ça va sans doute aider à restructurer parce que ça guide beaucoup plus avec précision voilà, la résolution de la tâche. Mais je ne pense pas qu'il y a quelque chose de fondamental au fait que le feedback restructure plus que... Alors, une dernière chose que je veux dire là-dessus, c'est que le feedback, par contre, on sait que les aires sensorielles, elles sont pas du tout plastiques. Elles ont, contrairement aux aires motrices qui ont tendance à être beaucoup plus plastiques par fonction même, les aires sensorielles, elles ont tendance elles vivent une période critique assez tôt dans le développement de l'organisme et elles sont très peu plastiques. Et donc on ne peut pas vraiment compter là-dessus pour la prosthétique. Ce côté-là est beaucoup moins plastique que l'autre. Et du coup, pour les neurones de feedback, ils sont choisis au hasard ou pas? Alors pour le coup, non. Alors en tout cas, dans nos stratégies, non. Et alors là, pour le coup, il y a un vrai consensus. C'est-à-dire qu'on va essayer de cibler l'organisation topographique des représentations sensorielles à la surface du cerveau. Donc par exemple, le fait qu'on a ce qu'on appelle enfin, il y a une sorte de bonhomme qui est dessiné à la surface du cortex moto-sensoriel. Et ben, ce bonhomme-là, on va le cibler. On va cibler la main de ce petit bonhomme qui est représenté à la surface. Et c'est ça qui va nous permettre de fournir des informations tactiles concernant la main. Mais le côté moteur n'est pas du tout organisé de la même façon. Ouais. Est-ce qu'on a une autre question? Oula, il y en a plein. Peut-être juste rapide, on utilise en général des souris qui ont 6 à 8 semaines. Oui. Je ne sais pas si vous avez essayé des souris plus vieilles, est-ce qu'on perd ces capacités donc, avec l'âge, parce que les patients seront probablement des gens qui ne seront pas des enfants, mais des... Oui, c'est un bon point. Non, c'est vrai, en fait, et d'ailleurs, on a cette habitude de prendre des souris un peu adolescentes, en fin d'adolescence, parce qu'elles ont une qualité d'apprentissage qui n'a sans doute rien à voir. C'est un bon point. C'est un bon point. Mais j'ai relativement confiance au sens où on a parfois des accidents de parcours, on est obligé d'utiliser des souris plus vieilles, et on n'a pas le sentiment que ça change profondément le terrain. Et on utilise des mâles et des femelles et on dirait que ça fait la même chose aussi. Donc. Voilà. Okay. Mais ça, j'en doutais pas. Voilà. Il y avait d'autres questions? Merci. Bonjour, merci pour votre présentation. Du coup, par rapport à l'appropriation de la prothèse, là, les expériences, c'était lorsqu'il y avait le membre d'origine et on présentait du coup la prothèse. Mais dans le cas d'amputation, quelles sont les pistes du coup pour s'approprier la prothèse vu qu'il n'y a pas les sensations sur le vrai bras, enfin ou le vrai membre d'origine? Alors, donc la stratégie, d'ailleurs qu'on est un peu en train de tester au laboratoire, mais c'est de en fait, substituer la stimulation du vrai bras qui est caché sous la table par une stimulation corticale. Donc on va cibler la représentation topographique du bras amputé qui, elle, survit
Normalement, elle n'a pas bougé. Et on va la stimuler de façon synchrone aux perceptions. En fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est que normalement, si on fournit une information tactile bien structurée à la prothèse, à la fois, ça va lui permettre d'être plus utile pour la manipulation des objets, et en fait, ça devrait induire la proprioception. Mais cette théorie, elle est un peu floue et générale, et en fait, une des questions qu'on se pose, c'est on pense que le toucher, c'est pas du tout suffisant. Et sans doute que là où ça se joue vraiment, la proprioception se joue vraiment, c'est sur la proprioception, c'est-à-dire la perception du membre dans son déplacement dans l'espace. Parce que ça, ce sont des entrées qui sont constantes, qui sont toujours là, qui sont très riches. Et donc, en fait, ce qu'on est en train d'essayer de faire au labo, c'est de développer des tests d'appropriation proprioceptive, donc basés sur le déplacement du bras, pour essayer de mieux cerner cet aspect-là. Parce que on pense qu'en fait tout se joue de ce côté-là. Et le problème, c'est que là, il n'y a pas d'organisation topographique bien nette dans le cortex de ces représentations. Et donc, c'est difficile de stimuler ces représentations qui ne sont pas bien organisées. Donc, ça crée plein de problèmes, mais je pense que c'est vraiment là où il faut travailler, et où notamment le modèle souris est particulièrement pertinent pour faire des expériences. Voilà. Est-ce qu'on a une dernière question très rapide ? Merci beaucoup pour votre présentation. Je suis un peu intriguée par ce système de 2 neurones choisis au hasard. Donc c'est peut-être un peu naïf comme question, mais déjà ma première question, c'est j'imagine qu'au départ ils ont une utilité ces neurones, donc il n'y a pas un problème d'écraser une autre fonction avec cette électrode. Et aussi, si tout le système de la prothèse repose juste sur un seul neurone ou 2 neurones, c'est quand même des cellules fragiles, donc ça veut dire que si à un moment il y a un choc, le neurone meurt, il faut tout réapprendre. Est-ce que ce serait possible de le faire sur plusieurs neurones ? Donc, d'après ce que vous disiez sur la plasticité non individuelle, c'est peut-être compliqué, mais... Non, mais alors, c'est magnifique. Très bonne remarque. Donc, pour la première partie, sur le fait qu'on est en train de faire des dégâts, honnêtement, je pense qu'en rentrant l'électrode dans le cerveau, on a fait beaucoup plus de dégâts qu'en prenant encore 2 autres neurones. Sur ce, en fait, au-delà de la boutade, en fait, il y a des études qui sont vraiment assez fascinantes où on se rend compte que, suite à un apprentissage comme ça, les neurones, ils vont vivre un ajout de fonction, c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas leur fonction initiale, mais en fonction du contexte, ils vont être capables de présenter des réponses fonctionnelles qui sont adaptées à la nouvelle tâche qui a été apprise et à leur fonction initiale. Donc ça, c'est assez fascinant, mais honnêtement, je pense que c'est pas un vrai enjeu pour que 2 neurones, et donc justement, que 2 neurones, c'est pas beaucoup. Et en effet, je pense que ces approches-là, elles sont intéressantes dans notre cas pour essayer de mieux comprendre le système, mais si on veut aller vers quelque chose de vraiment robuste, il faut en effet trouver d'autres solutions. Alors il y a des solutions qui sont un peu des solutions intermédiaires où on va passer d'une paire de neurones à une dizaine de neurones, on augmente en échelle progressivement. Et en fait, c'est vrai qu'on se heurte à des problèmes de plasticité qui sont de plus en plus limités, qui sont là. Donc il y a une autre stratégie qui est beaucoup utilisée chez l'homme et chez le singe, qui est ce qu'on appelle une stratégie de décodage. Et donc dans cette stratégie-là, on va demander à la personne, si elle a perdu son bras, d'imaginer, mais sinon carrément de bouger son bras. Et on va enregistrer l'activité du cerveau, cette fois-ci sur des grandes quantités de neurones en même temps. Et puis après, on va créer un modèle qui lie l'activité des neurones au mouvement du bras constaté. Et puis on va exploiter ce modèle en l'inversant au moment de vouloir faire bouger la prothèse. Mais cette approche-là, en fait, elle a aussi ses limites que j'ai peut-être pas le temps de vous déclencher, de vous décrire ici. Mais en fait, il se trouve qu'il y a énormément de plasticité résiduelle. C'est pour ça que c'est intéressant ce modèle simple avec 2 neurones, c'est parce qu'on voit en gros, en très précis, ces aspects de plasticité. En fait, ils sont résiduels quand il y a des grandes quantités de neurones. Et là, en fait, ils ont un rôle très délétère sur le pilotage de la prothèse. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle de la dérive d'encodage. Initialement, le groupe de neurones, il va encoder les mouvements de la prothèse d'une façon bien connue, bien caractérisée. Puis petit à petit, la souris, elle apprend à utiliser sa prothèse, mais ça change l'encodage qui est fait par les neurones. Et le décodeur, qui lui est relativement rigide, il se trouve mis en défaut. Et donc il y a des systèmes, les gens qui font ces recherches-là avec ces stratégies-là, ils se retrouvent à développer des encodeurs, des décodeurs d'activité corticale, qui sont dotés de mécanismes pour essayer de poursuivre la dérive neuronale,
Mais ça a ses limites, quoi. Donc la capacité de décodage de l'information, elle s'écroule en fait au cours du temps. Donc il y a plein de problèmes. C'est très compliqué. Et donc il y a d'autres stratégies encore qui sont voilà, de juste faire ce décodage, mais à très grande échelle, donc à l'échelle mésoscopique. Et c'est peut-être là où il y a le moins de dérives, et là où on a le plus de chances d'avoir un signal stable au cours du temps. Et c'est par exemple ce que fait Clinatech. Et sans doute que pour l'humain, pour l'instant, c'est sans doute le plus raisonnable. Voilà. Enfin, c'est ce qui donne le plus d'espoir. Merci beaucoup. De rien. On peut encore l'applaudir.